La crise du Nord au centre des échanges entre le Premier ministre et les représentants des communautés du Septentrion. Les deux parties préconisent une récupération rapide des zones occupées par les bandits armés. Des funérailles nationales aujourd'hui pour John Atta Mills. Des milliers de Ghanéens sont sortis pour rendre hommage à leur défunt président en présence de 16 chefs d'État et de la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton. Fin de cavale pour les assassins du sergent-chef Aboubakar Kamara. Une action combinée des 3e et 14e arrondissements a permis de mettre aux arrêts les 3 malfrats qui répondront de leurs actes devant le juge. Nous sommes vendredi 10 août, 22e jour du mois béni de Ramadan. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. En ouverture de ce journal, au courrier départ de la présidence de la République, ce télégramme de félicitations adressé à Rafael Correa Delgado, président de la République de l'Équateur. Message à l'occasion de la célébration de la fête d'indépendance de son pays. Le président de la République par intérim, le professeur Djankounda Traoré, adresse des vœux de bonheur et de prospérité croissante pour le peuple de l'Équateur. Ici à Bamako, le président de la République par intérim a accordé cet après-midi une audience à Seydou Badjan Kouyaté qu'on ne présente plus. L'écrivain malien dit ne pas comprendre l'inaction des autorités nationales face à la crise sécuritaire au nord de notre pays. L'octogénaire que vous allez entendre souhaite la libération rapide des territoires occupés par les groupes islamistes armés. Seydou Badjan, à sa sortie d'audience, est au micro de Bourama Traoré. Nous attendons qu'on nous libère et nous attendons qu'on fasse quelque chose pour le Nord. Parce qu'on se rend compte que les envahisseurs prennent maintenant beaucoup de hardiesse. Ce qu'ils n'osaient pas faire avant, ils le font maintenant. Ils s'incrustent. Et nous ne réagissons pas comme il faudrait. Nous avons parlé de ça. J'ai d'autres fers, comme on dit, au feu. Je vais voir d'autres responsables. Mon rôle est un rôle de vieux. Je vais parler aux uns et aux autres pour qu'on puisse, si je peux, faire quelque chose pour qu'on puisse ensemble trouver la bonne voie. La bonne voie. Je suis triste, profondément triste, de voir mon pays dans cet état et je ferai tout pour que l'on sorte de cet état de non-action. Seydou Badjan au micro de Bourama Traoré. Je vous le disais dans les titres, le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra a rencontré cet après-midi les représentants des communautés du nord du Mali. Les échanges ont porté sur la crise sécuritaire de notre pays. La fin de la rencontre, les participants ont souhaité la création de nouveaux canaux de communication entre des personnes influentes du nord et les groupes armés qui occupent les régions du Septentrion. Reportage Tchemogo Sagara. Ce dialogue direct et sans passion entre le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra et les représentants des communautés du nord du Mali vise à établir la communication avec les occupants des régions nord d'une part et à sensibiliser les populations restées dans ces régions occupées d'autre part. J'avais demandé qu'on vous invite tous pour essayer de faire une démarche consistant à essayer de voir parmi vous autres qui êtes des hommes d'influence et des gens connus dans vos différentes régions, de voir si vous aviez des contacts au sein des communautés qui occupent, n'est-ce pas, nos villes,
afin de pouvoir ouvrir des canaux nous permettant peut-être de discuter par rapport aux exactions qui ont lieu en ce moment, en attendant même que les négociations commencent. La rencontre a fait des propositions. Il s'agit entre autres de faire l'analyse de la situation d'insécurité au nord, l'organisation des rencontres avec les personnes déplacées, même celles établies hors du Mali. Cette réunion demande également au gouvernement du Mali de cibler les personnes influentes dans les régions occupées pour communiquer avec les groupes rebelles. Nous allons d'accord en accord, sans jamais avoir une paix durable. Et cette fois-ci, nous avons l'intention de travailler pour l'obtention d'une paix durable. Et pour cela, nous sommes conscients qu'il faut impliquer toutes les communautés qui vivent dans cette zone, et même au-delà de cette zone. Et donc, toute négociation qui écarterait ou qui oublierait des segments des communautés vivant dans le Nord aboutirait forcément à des solutions qui ne sont pas des solutions holistiques, des solutions globales, et donc qui ne pourraient pas nous mener à une paix durable. Certaines des causes proviennent du travail rapide que nous faisons souvent pour être d'accord avec les gens, pour avoir un accord. On accepte des choses, en fait, dont on n'a pas les moyens. Ce que nous sommes en train de faire est complémentaire à ce que le président de la République a annoncé. Il n'y a pas, encore une fois, de compétition entre la primature et la présidence de la République. Cette rencontre première du genre entre le Premier ministre et les ressortissants du Nord a été bien appréciée. Je suis, comme tous les participants à cette réunion, très satisfaite par cette initiative. C'est la première fois que depuis qu'il y a le problème du Nord, effectivement, toutes les communautés se sont retrouvées autour des autorités pour discuter. Et on a eu vraiment une discussion très franche. De notre côté, il n'y a pas eu du tout la langue de bois. Et du côté du Premier ministre, ce qui est appréciable, c'est que là où il y a eu des insuffisances, le Premier ministre a reconnu qu'effectivement il y a eu des insuffisances. Et je pense que la première insuffisance a été un problème de communication. Selon la primature, d'autres rencontres similaires seront organisées pour approfondir la réflexion sur les conclusions de la présente réunion. Restons dans le même chapitre pour dire depuis plus de 4 mois, le nord du Mali est occupé par des islamistes liés à Al-Qaïda. Ces bandits armés continuent de dicter leurs lois sur les populations. Leur dernier acte est l'amputation de la main d'un voleur présumé. Un agissement ignoble et intolérable, fermement condamné par le gouvernement du Mali. Les populations se disent aussi très choqués. Les Bamakois s'expriment dans ce reportage signé Ibrahima Traoré. Trop, c'est trop. Les islamistes qui occupent le nord du Mali dépassent de plus en plus les bornes. C'est un ras-le-bol des populations qui réagissent aux multiples actes ignobles que posent les bandits armés dans le septentrion malien. Leur dernier agissement, l'amputation de la main droite d'un présumé voleur à Ansongo. Un geste intolérable, unanimement condamné par les Maliens qui se disent très choqués. On n'a jamais vu de telles actions dans aucun autre pays. Donc on est vraiment choqués, très choqués. Ce sont des actes ignobles que nous condamnons fermement. C'est vraiment regrettable de la part également d'un humain qui se cache derrière une religion pour amputer également la main de son semblable. Nous souhaitons le plus rapidement possible que l'État, avec tous ses démembrements, la communauté internationale s'il le faut, s'entendent pour qu'on puisse vite recouvrir les 3 régions du Nord. Le drame s'est produit mercredi devant des dizaines de personnes sur une place publique. L'auteur aurait perdu beaucoup de sang lors de l'amputation. Cet imam d'une mosquée de Yerimadio estime que les islamistes au nord du Mali appliquent tout sauf la charia, tel que demande le Coran. L'acte est condamnable parce que quelqu'un ne peut pas venir comme ça faire exécuter la charia sans avoir être quelqu'un qui est connaisseur de charia. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis 23 ans pour appeler les gens à l'islam. Il n'a jamais imputé la main de quelqu'un. Pour imputer la main de quelqu'un, il y a beaucoup de facteurs, il y a beaucoup de causes pour faire ça. Mais on ne peut pas prendre quelqu'un comme voleur sans preuve.
le couper la main comme ça. C'est vraiment condamnable. Les populations du nord du Mali vivent l'enfer et prennent toujours leur mal en patience. L'heure de l'action semble donc sonner pour chasser les terroristes qui occupent illégalement une grande partie du territoire malien. Des réactions continuent de nous parvenir suite à justement à l'application de la charia par l'amputation de la main d'un citoyen dans Songo. L'ADEMA, PACJ, la COPAM, l'UNTM, tous condamnent l'acte ignoble infligé par des éléments du MUJAO en amputant la main d'un citoyen dans Songo et demandent l'ouverture d'une enquête pour punir les auteurs. L'ANPE et le FAFA viennent en aide aux femmes déplacées du Nord vivant à Sirakoro-Meguetana, cela à travers une remise de matériel de transformation de blé. Une session de formation de ces femmes en savonnerie, teinture, transformation de blé. Le coût global de ces activités est estimé à près de 39 millions de nos francs. Fatoumata Kone, compte rendu. L'union fait la force. Les responsables du FAPA et ceux de l'ANPE semblent s'inspirer de cet adage. Les deux structures se sont associées pour venir en aide au groupement de femmes déplacées du nord du Mali vivant à Sirakoro-Meguetana. La première a assuré la formation de 150 femmes déplacées en savonnerie, teinture, transformation de blé, entre autres. Quant à la seconde structure, l'ANPE, elle a remis des matériels de transformation de blé aux 42 femmes déplacées du nord du Mali vivant à Sirakoro-Meguetana. Ces matériels d'une valeur de 2 millions de francs CFA sont octroyés sous forme de subventions. Par cet appui, l'ANPE entend aider ses sœurs à améliorer leur quotidien, à surmonter les douloureuses épreuves liées au changement brutal et involontaire de résidence. Nous voulons juguler l'ensemble des besoins de ces populations déplacées en apportant notre contribution à travers notre mission qui est la formation professionnelle. Nous pouvons vous apprendre à développer des activités génératrices de revenus, vous permettant de vous auto-employer. L'ensemble du coût de formation est de 37 493 800 francs CFA. Pour montrer qu'elles ont bien assimilé leurs leçons sur la transformation du blé, les récipiendaires ont présenté les premiers produits qu'elles ont préparés à base de blé. Occasion pour leur présidente, Mme Sall Tafatou Sall, de saluer cette initiative des autorités maliennes. Plus de 650 milliards de francs CFA, c'est le montant que l'Allemagne a investi dans notre pays depuis l'indépendance. La crise institutionnelle a mis en mal la coopération entre nos deux pays. Cette coopération qui ne tardera pas à reprendre après le retour à la normale dans ce pays. C'est ce qui ressort de la conférence de presse qui a sanctionné la visite du ministre allemand pour la coopération économique et le développement dans notre pays, Mohamed Jarrah. Premier pays à reconnaître l'indépendance du Mali, l'Allemagne mettra tout son poids dans la balance pour le retour à la normalité au Mali. Comme acquis de la coopération bilatérale, notre pays a reçu plus de 650 milliards de francs CFA, des fonds injectés dans divers domaines de développement. Ce élan interrompu avec les événements du 29 mars ne tardera pas à reprendre. Toutefois, le ministre allemand se veut prudent et pose des conditions. Les donateurs internationaux ne reprendront leur coopération gouvernementale bilatérale qu'à partir du moment où il y aura un gouvernement constitutionnel. Le facteur du temps est aussi déterminant dans la mesure où plus la restitution de l'intégrité territoriale dure, plus cela sera difficile parce que plus les terroristes auront le temps de s'installer et plus ils s'incrusteront. Le gouvernement d'union nationale, le Mali, en a vraiment besoin, reconnaît le chef de la diplomatie malienne. Les Maliens ont de plus en plus conscience qu'il faut se resserrer les coudes, qu'il faut faire l'union sacrée autour de ce gouvernement qui, nous l'espérons, sera un gouvernement inclusif. Et si tel est le vœu de notre peuple, c'est vers cela que nous nous acheminons. Une visite donc au pas de course qui a laissé les journalistes sur leur faim.
On vient de voir le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale sur ces images pour vous dire que Sadio Laminso quittera Bamako demain pour Jeddah en Arabie Saoudite où il prendra part à partir du 13 août à la réunion ministérielle préparatoire de la 4e conférence au sommet extraordinaire de l'Organisation de la coopération islamique OCI. Cette conférence extraordinaire au sommet examinera entre autres les défis et les situations difficiles auxquelles ces États membres sont confrontés, le dialogue des civilisations, la situation des minorités arabes à travers le monde. La cérémonie d'obsèques nationale pour l'ex-président du Ghana, John Atta Mills, mort le 24 juillet dernier, s'est déroulée ce vendredi même à Accra en présence de 16 chefs d'État et de nombreux dignitaires étrangers, dont la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton. Environ 10 000 personnes tous en rouge et noir ont défilé devant la dépouille. Des funérailles nationales de 3 jours avaient commencé mercredi dans tout le pays. En rouge et noir, les couleurs du deuil au Ghana, ils pleurent celui qu'ils appelaient le professeur, le père. Devant le siège du gouvernement à Accra, ils sont venus par milliers de tout le pays rendre un dernier hommage à leur président, John Atta Mills, décédé brutalement le 24 juillet. J'ai marché plus de 2 heures pour arriver ici. Pour moi, c'est très important d'être là parce que j'aime mon président. Les funérailles ont commencé mercredi. La police tente de contenir la foule qui veut voir la dépouille de l'ancien président. Une fois à l'intérieur, l'hommage se fait au pas de course, ce qui n'empêche pas l'émotion. Les Ghanéens regrettent un président à qui ils doivent la paix, un précieux héritage dans cette région. Je l'aime du fond du cœur. Il nous a apporté la paix, c'est très important. Pour tout ce qu'il a fait pour nous, Dieu devrait lui offrir une belle place au paradis. Quand il était président, Mills disait toujours que nous avions besoin de la paix. J'attends du nouveau président et de son gouvernement qu'il continue dans cette direction, qu'il fasse en sorte que chaque Ghanéen puisse aller de l'avant et tracer son chemin librement. Vendredi, de nombreux dignitaires africains et occidentaux, dont Hillary Clinton, ont assisté à une cérémonie officielle à Accra. Jonathan Mills devait être inhumé dans la journée au fort Christiansborg, un sanctuaire qui surplombe l'océan Atlantique. Ainsi va la vie, tout le continent continuera de pleurer cet homme de paix. Retour à l'actualité nationale des distinctions de l'ONG Djitoumou Kounkan ce matin à Ouelessebougou pour le président de la République, le Premier ministre, le ministre du Tourisme et un élu de la République. C'était à la faveur de la pose de la première pierre de la salle Baga Samake du complexe culturel Djitoumou Ferret. Compte rendu de nos envoyés spéciaux Drissa Dambélé, Karunga Konaté et Moïse Traoré. Le bâtiment qui va abriter la salle de conférence du complexe Djitoumou Ferret comportera au moins une galerie d'exposition. Dénommée salle El Hadj Baga Samake, infirmier d'État, éteint le 23 août 1998, l'espace de 144 places coûte un ensemble dont le coût de réalisation et d'équipement est estimé à 80 millions. Avant la pose de la première pierre de la salle de conférence, le président de l'ONG Djitoumou Kounkan a laissé entendre que le projet en exécution veut pallier l'insuffisance de structures d'accueil à travers l'aire culturelle de 71 villages. Pour la pose de la première pierre de l'infrastructure sur 372 mètres carrés, le ministre de tutelle est accompagné de 2 autres membres du gouvernement. Notre vision du secteur est de promouvoir la diversification de ce secteur-là. Et cela est conforté par cette situation que nous vivons, la situation de crise au Mali. D'entrée de propos, Daba Samake, le représentant du chef de village, a invité les autorités maliennes à parler d'une même voix face à l'invasion du Nord. En reconnaissance des efforts consentis, le promoteur du complexe culturel, à travers la présidente de la CAFO locale, attribue 4 chihuahuas. La première distinction est décernée au président de la République par intérim.
la deuxième au Premier ministre de la Transition, la troisième au ministre de l'Artisanat, de la Culture et du Tourisme et la quatrième au député Assarid Ag Imbarkawan. Avant de quitter Welesebougou, les membres du gouvernement ont visité la case où séjourna Louis-Gustave Bengier. Arrivé un certain mardi 5 juillet 1887, l'explorateur français a séjourné dans cette case pendant une semaine. Il a ensuite rallié la Côte d'Ivoire, dont une cité côtière porte son nom aujourd'hui. L'Agence nationale de l'aviation civile, ANAC, a tenu aujourd'hui dans ses locaux la 11e session de son conseil d'administration. Au menu de cette rencontre, l'adoption du procès verbal de la 10e session, le compte-rendu des activités de l'exercice 2012. Abdrahman Meiga. Les administrateurs de l'Agence nationale de l'aviation civile ANAC ont entre autres adopté le procès verbal de la 10e session et le rapport d'activité de 2011. La rencontre a également permis aux participants d'analyser le rapport financier de l'exercice précédent avant de prendre connaissance des réalisations effectuées au premier semestre 2012. De l'analyse du rapport d'activité 2011, il ressort que l'Agence nationale de l'aviation civile a réalisé plusieurs activités. Ces opérations qui ont coûté plus d'1,196 milliard de francs CFA concernent l'adoption de textes réglementaires, l'immatriculation des zones aéroportières et l'achèvement du nouveau siège de l'ANAC. Concernant le bilan 2011, on peut dire que les objectifs fixés par le Conseil ont été atteints, tant au point de vue technique qu'au point de vue financier. Quand on regarde les états, on a pratiquement atteint plus de 99%. Tant au point de vue de recettes que de dépenses. Ce conseil d'administration a également permis aux administrateurs de l'agence d'examiner un certain nombre de sujets qui constituent des préoccupations majeures pour l'ANAC. L'arbre ne doit pas cacher la forêt. Certains signes annonciateurs de l'année difficile nous interpellent déjà et nous devons leur consacrer toute notre attention. En effet, depuis quelques années, le secteur aéronautique mondial est rentré dans une zone de turbulence. Et malgré quelques éclaircies, la situation générale est loin d'être rassurante. C'est pourquoi les administrateurs mettront cette session à profit pour analyser les difficultés rencontrées. Un diagnostic qui leur permettra d'élaborer et de mettre en œuvre une stratégie alternative pour préserver l'essentiel de l'activité aéronautique au Mali. Les commerçants détaillants désormais exhortés à s'acquitter de leur paiement annuel des taxes et patentes afin de permettre à l'État de faire face aux préoccupations financières. Il se trouve que des milliers d'entre eux ne payent pas régulièrement leurs impôts. Comportement dénoncé par la Direction générale des impôts du district qui vient d'attirer l'attention de la coordination des associations et groupements des commerçants détaillants du Mali. Une réunion d'urgence s'est tenue cet après-midi afin d'informer ses membres de la gravité de la situation. Hamma Abbasissé est au micro de Aboubakar Meiga. Le problème financier s'est posé gravement sur le paiement des impôts. Dans ce cadre-là, la direction régionale a souhaité notre contribution dans le cadre de sensibilisation, d'information de nos mandants pour le paiement des patentes et des taxes. Nous avons dit, si vous voyez que au jour d'aujourd'hui, les gens n'ont pas pu payer, parce que ce problème des pénalités sur les patentes, ça a découragé de nombreuses personnes qui voulaient payer. Et ce jour-là, la direction régionale nous a dit, ça ne posera pas de problème, que ce que vous avez payé l'an passé, il faut les payer. S'il y a des problèmes, il faut qu'on les saisisse pour qu'on puisse trouver la solution immédiatement. Sans paiement de patentes et taxes, il sera difficile à l'État de marcher, il sera difficile à l'économie de bouger, parce que sans économie, rien ne va. Surtout nous, le Mali, nous avons des problèmes réels. Chacun dans son rôle doit jouer son rôle capital. Les politiciens vont faire leur politique, les militaires vont faire leur militaire, nous aussi à notre côté. L'économie, il faut que les gens payent aussi pour qu'on puisse faire la guerre. Sans argent, il n'y a pas de guerre. Élan de solidarité, l'ONG SOS Village d'enfants Mali vole au secours de la population des communes rurales de Bendougouba et Kita. Les responsables de cette ONG ont offert une quantité de vivres, d'huile et de lait pour un coût de plus de 15 millions de francs CFA. Envoyés spéciaux Tchemoko Konaté et Makan Djakité. Responsable de SOS Village d'enfants Mali voulait susciter un peu de bonheur chez une frange importante de la population des communes rurales de Bendougou et Kita. En effet,
C'est une quantité de dons composée de vivres, d'huile et de lait en poudre pour un coût de plus de 15 millions de francs CFA qui a été offerte à cette population frappée de plein fouet par la crise alimentaire. Cette assistance humanitaire devant atténuer les souffrances des bénéficiaires s'inscrit dans la mise en œuvre du programme de renforcement alimentaire de la famille élaboré par l'ONG. Chacun sait que cette période de l'année, dite celle de la soudure, était une période très difficile pour certaines populations. C'est dans ce cadre que notre association a entrepris une action humanitaire d'appui alimentaire à certaines familles autour de nos projets. Toute personne qui contribue, sinon qui participe à l'autosuffisance alimentaire d'une commune est la bienvenue chez nous. Donc surtout nous en tant qu'élus communaux. Donc c'est notre souhait, nous sommes très satisfaits ce matin. Le programme dont il s'agit est soutenu par SOS Luxembourg et SOS Pays-Bas pour un montant global de 147 millions de francs CFA. Outre le village SOS d'enfants de Kita, l'opération va concerner ceux de Sokura dans la région de Mopti et de Kouloum dans la région de Kaya. L'initiative constitue non seulement un appui au gouvernement dans la prise en charge des couches de mais aussi un coup de poing à l'élan de solidarité dans notre pays. De nouveaux douaniers pour le Mali, le contingent 2012 des douanes du Mali a été présenté ce matin au drapeau. C'était au service national des jeunes. Après 3 mois de formation tactique et technique, ils sont 318 douaniers, dont 64 personnels féminins et 54 hommes. Finit donc la formation de ces nouveaux douaniers. Ces nouveaux douaniers sont aptes aujourd'hui à accomplir loyalement et dignement les 3 missions essentielles confiées à la douane. Après la revue des troupes, on le voit sur ces images, par les différents chefs militaires, les majors de la promotion ont reçu leur brevet successivement des mains du ministre de la Défense des anciens combattants, du ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, du chef d'état-major des armées et du directeur général des douanes du Mali. C'était donc ce matin. Les pluies diluviennes du mercredi au jeudi dernier ont fait des milliers de sans-abri dans la région de Ségou. Dans le seul cercle de Tominian, 30 villages ont été touchés. Fort heureusement, aucune perte en vies humaines. Le gouverneur de la 4e région, Bouraïma Seba, dès l'annonce de la nouvelle, s'est rendu dans les cercles les plus affectés, Tominian, San et Ségou, en compagnie de notre reporter Amaguiré Ogubara Dolo. 30 villages de 5 communes du cercle de Tomia ont recueilli entre 150 et 200 mm de pluie du mercredi au jeudi dernier. Nulle perte en vie humaine par la grâce de Dieu, mais les dégâts divers sont importants et le bilan est provisoire, car les superficies de culture noyées et le cheptel perdu sont en cours d'évaluation. Pour les seuls villages de Thion, Boissoni, Seoulasso et Tomian, 1045 âmes issues de 131 ménages sinistrés sont désormais sans abri. Pire, près de 300 constructions, dont 50 greniers, se sont écroulées. Certes, de telles hauteurs de pluie sont rarement enregistrées, mais elles s'ajoutent à d'autres causes pour inonder. Les ouvrages sur la route nationale sont des ouvrages assez restreints. Et ce qui fait que l'eau s'engouffre sur le côté sud de la ville et n'arrive pas à se frayer rapidement un passage pour aller plus loin. Et il faudrait peut-être un collecteur, un principal, pour drainer toutes les eaux vers un ouvrage assez important. Le chef de l'exécutif régional s'y est rendu à la tête d'une forte délégation régionale pour exprimer la compassion du gouvernement et des populations de la 4e région après avoir constaté par lui-même l'ampleur des dégâts. Le conseil que nous pouvons donner aujourd'hui, c'est que ces villageois doivent suivre les indications que les services de santé, les services d'hygiène vont leur donner pour éviter d'attraper d'autres maladies et faire en sorte que les maisons qui sont mouillées soient abandonnées pour qu'il n'y ait pas de perte en vie humaine. Donc nous sommes en train de voir comment nous pouvons les aider afin que ces populations puissent passer leur moment sans pour autant qu'il y ait d'autres difficultés. Ce qui est important, c'est que leurs maisons sont déjà abîmées, mais il faut qu'on préserve leur santé et aussi l'état de leurs enfants et tout ce qui est côté humain pour qu'on puisse éviter des pertes en vie humaine.
Le gouverneur s'est également rendu dans le village de Mansara dans le cercle de San et de Saint-Zanan dans le cercle de Ségou. Ce dernier a reçu 200 mm de pluie. Fin de course pour les assassins du sergent-chef Aboubakar Kamara abattu dans l'exercice de ses fonctions. Une arrestation rendue possible par une action conjuguée des 3e et 14e arrondissements. Abdul Karim Kaba est allé voir. La police nationale œuvre nuit et jour pour mettre hors d'état de nuire les malfrats et autres bandits dans les districts de Bamako. En moins de 24 heures, le commissariat du 3e arrondissement a pu appréhender 3 malfrats. Bourama Traoré et Ladji Sangaré sont en prison. Et Sédou Olegem dit de Gaulle, blessé, est à l'hôpital. L'affaire qui a conduit à leur arrestation mardi dernier a coûté la vie à un policier. Donc lorsqu'il est arrivé, ne sachant pas que ces gens étaient armés, il s'est directement adressé à eux. Donc arrivé, il a attrapé un d'entre eux. Lorsqu'il l'a maîtrisé, c'est en ce moment-là que son second a dégainé son arme et l'a braqué en lui disant « Tu ne laisses pas mon ami, je te bute. » Donc, et immédiatement, il a tiré sur lui. Donc lorsqu'il est tombé, paf, ils ont pris la tangente. Dans la CI 2000, c'est un homme qui a été arrêté suite à une fusillade qui s'est déroulée dans la nuit du 6 au 7 août dernier à la Fiabougou entre 4h et 6h du matin. C'est toute une bande qui est impliquée dans cette affaire. C'était vraiment des feux nourris. Face à face, ils se tiraient dessus. Aussi bien que notre équipe et les bandits, ils se tiraient face à face. Le 5e arrondissement, le 2e et le 9e arrondissement sont venus nous renforcer. Quand ils se sont vus pris entre les feux maintenant, ils ont choisi de s'enfuir en laissant 4 motos, dont 3 Jakarta et une grosse cylindrée. La police et l'ensemble des forces de sécurité du pays comptent sur la collaboration de la population pour anéantir ces bandits de grands chemins. Eh oui, sport, football, éliminatoire Coupe d'Afrique Junior. Le Mali reçoit demain au stade de Modibo Keïta à partir de 16h le Rwanda. 2 semaines après leur défaite, 2-1 à Kigali, les juniors maliens espèrent renverser la tendance pour poursuivre la suite de la qualification à la CAN de leur catégorie. Comment les juniors ont préparé cette rencontre? Retour, Ousmane Dao, réponse. Pour cette rencontre retour, l'objectif est très clair, assurer une victoire conséquente par rapport aux résultats de Kigali. Pour ce faire, les juniors maliens ont bénéficié d'une bonne préparation pour renverser la tendance à Bamako, même si on se méfie de l'adversaire. Le match allé à Kigali, on a perdu 2-1. Le score de 2-1, c'est un score de piège. Parce que les Rwandais, ils ont une bonne attaque, mais leur jeu défensif, c'est passable. Maintenant, nous sommes à Bamako. Ça, c'est chez nous. On sait ça que les Mida Karoseur, c'est le résultat final qui compte. C'est une victoire. Dans ce cas, il faut baser pour l'animation offensive recte. La force de l'équipe du Mali, c'est la collectivité. Même au Rwanda, on avait les baragas en main. Mais la malchance, ça fait partie du football aussi. C'est un match qui va se jouer bout en bout. Qu'à cela ne tienne, pour jouer la prochaine CAN de leur catégorie, la route passe par le Rwanda et pas de calcul, il faut assurer et ne rien lâcher avec un bon état d'esprit, mais surtout avec beaucoup de solidarité. Tout le monde est concentré. Bon, j'espère que, Inch'Allah, on va qualifier, quoi. Je sens que physiquement, tout le monde va bien, quoi. Ça va, on va gagner, Inch'Allah. Cependant, en face, la méfiance doit demeurer car les Rwandais ne sont pas venus en visite de courtoisie. Ils sont à Bamako pour faire un résultat. Ça sera 2 matchs différents. Bon, déjà, à Kigali, je pense que on a fait cadeau du premier but par une grossière erreur de relance de notre gardien de but. Après, ce qui a été bien, c'est qu'on n'a pas baissé les bras et on a tenu jusqu'au bout. Maintenant, je vous dis, il faudra ici en même temps essayer d'être très costaud défensivement. Et on sait que si on a l'occasion de marquer un but, ça sera aussi quelque chose d'important pour la suite de la rencontre parce qu'il obligera l'équipe du Mali à marquer au moins 2 buts ou 3 buts pour se qualifier.
Le Mali veut assurer une certaine régularité au niveau des compétitions des catégories d'âge, alors que le Rwanda veut bousculer la hiérarchie, surtout après avoir abrité une CAN junior. Mali-Rwanda, c'est ce samedi au stade Modibo Keïta. Le vainqueur de ce match affrontera la Zambie pour le dernier tour des qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations junior. Les aigles basketteurs, eux, se sont envolés hier pour Praia. Dans la capitale capverdienne, l'équipe nationale participera à la phase éliminatoire zone 2 de l'Afro-Basket masculin 2013. Notre reporter Kodi Sibi a suivi la dernière séance d'entraînement des aigles avant leur départ. Voici les 12 sélectionnés pour la phase éliminatoire zone 2 de l'Afro-Basket 2013. Les meneurs et arrières Modibo Niakate, Nare Famaran Keïta, Mamadou Dramé, Mamadou Kanté. Les ailiers et intérieurs Cheikh Soumaré, Mamadou Doukouré, Mamadou Tangara, Nouha Diakité, Mahmoud Diakité, Ibrahim Dambélé, Amadou Kaba et Sambou Traoré. Un dosage entre les expérimentés et les jeunes. Le groupe est conscient de l'enjeu à Praia. Face au Sénégal et au Cap-Vert, la tâche ne sera pas aisée. Mais Modibo Niakate et ses partenaires sont confiants et pense pouvoir décrocher une des 2 places qualificatives pour l'Afro-Basket Abidjan 2013. On a de très grandes chances parce que la préparation était très bien préparée. On a fait notre stage en France grâce à Fousseni Sangaré qui s'est occupé des structures là-bas. Et après on est arrivé ici et tout s'est bien fait comme il faut, quoi. Donc on a de très bonnes chances, quoi. Partie des 3 prétendants pour la qualification. Maintenant on sait que Cap-Vert sera à domicile. Plus leur public, ça va être très dur. Dès le premier match, ça va jouer. Donc il faut être prêt dès le début, mais nous on va là-bas pour se qualifier. 9e à la dernière CAN à Madagascar, les Aigles ont plus d'ambition cette année. Pour pouvoir réaliser leur rêve, qui est non seulement de se qualifier à la CAN et faire un parcours plus qu'honorable, il faut plus d'organisation. On a beaucoup de terrain aujourd'hui. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest, je sais, si je me souviens, et j'ai fait la Côte d'Ivoire, Sénégal, Mali, Mauritanie, je pense qu'au niveau des terrains dehors, par rapport aux jeunes, on est au-dessus de tout ça. Maintenant, c'est côté tout ce qui est technique qu'on doit mettre en place et tout ce qui est organisation qu'il faut qu'on cherche à mettre réellement en place pour qu'on puisse vraiment se développer, quoi. C'est bien d'avoir les infrastructures, c'est excellent. Maintenant, il faut que le côté staff, il faut que le côté du développement puisse réellement suivre et ça, c'est très important. En dépit de l'absence des matchs amicaux, la préparation a connu un léger mieux avec un stage qui s'est tenu à Paris sans problème. En cas de qualification à Praia, il faudra améliorer les conditions de préparation avec d'autres regroupements ponctués de rencontres amicales. Avant de refermer ce journal sur la base des prix fournisseurs du mois d'août 2012, les prix indicatifs plafond à la pompe de produits pétroliers en vigueur restent inchangés, excepté le prix non subventionné du gaz butane. À titre de rappel, ils sont de supercarburant sans plomb 715 francs le litre, le pétrole lampant 530 francs CFA le litre, gasoil 630, le DDO 630, fuel oil 440 et le jet A1 il est libre. Il faut noter que le prix subventionné du kilogramme du gaz butane est de 417 francs CFA. Par conséquent, le prix de vente de la bouteille de 2,75 kg est de 1150 francs CFA et celui de la bouteille de 6 kg est de 2500 francs CFA. Quant au prix non subventionné du kilogramme, il est de 989 francs CFA. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi allait l'actualité en ce jour. Fin donc de ce présent. Demain, vous serez en compagnie de Sira Bachili pour l'édition de 13h et 20h45. Nyanya Aliou Traoré prendra le relais. D'ici là, on n'oublie pas nos compatriotes des régions du nord du Mali vivant sous occupation. Nous sommes de cœur et d'action. Nous continuons à faire des vœux, des prières pour